Et donc, nous sortons de la préhistoire et nous entrons gaiement dans l'Antiquité. La Grèce antique et sa collection de mecs qui passaient leur temps à réfléchir. Et regarde, t'enlèves la perruque, c'est nous, hein. Mais on n'est pas... Ouais, la toge. Nous, Tu on a vois. l'ancêtre de la toge. Voilà. Voilà, on a trop de cheveux. Putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Donc, donc Empédocle, il fait ses tripes un peu et il se dit non, mais en fait, tout l'univers, la nature, la matière qui nous entoure, il y a 4 éléments fondamentaux et les différents mélanges, combinaisons de ces 4 éléments fondamentaux donnent tout ce qu'on a autour de nous, la terre, les cailloux, l'air, l'eau, les animaux, nous, voilà. Et en fait, il disait, il y a 4 choses élémentaires qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. En fait, aujourd'hui, on peut dire c'est n'importe quoi, c'est pas une combinaison d'air, de feu, de terre et d'eau. Non, mais en fait, c'est l'intuition qu'il a eue, c'est qu'il y avait des choses élémentaires. Il y avait que finalement tout avait un point commun. Alors il n'était pas encore dans les atomes, les protons et les neutrons, parce que finalement c'est ça les éléments fondamentaux vraiment. Mais il a eu cette intuition-là. Et que en fait c'est ce concept qu'il était en train de définir, il était important, très important, fondamental pour comprendre. En fait, ça te paraît tellement bête de dire ça maintenant, mais à l'époque, c'est incroyablement complexe. Bah oui, je veux dire, c'est audacieux Oui, intellectuellement, c'est oui. super audacieux, en train de dire, mais non, en fait, il y a un rapport entre de la terre et puis la pluie qui tombe, quoi. Il y a des choses en commun. Il avait cette intuition-là, et ces choses en commun étaient forcément fondamentales. Et donc, dans ce concept, bon, là, il se plante, mais il ne peut pas savoir. Et en fait, on s'en fiche. C'est plutôt comment il a construit sa pensée qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'il met dans les trucs élémentaires ? Le feu. Ouais. Et le feu, c'est essentiel depuis l'aube de l'humanité, et tout ce qu'on vient de dire là-dessus. Donc le feu, donc ce feu chaud, c'est important. Il y a une intuition là-dedans. Comme c'était une super belle idée, mais qu'on ne pouvait rien en faire de propre, en disant oui, mais alors, comment je fabrique une maison, comment je fais pousser du blé dans un champ avec tes conneries, tu vois ? C'est bien joli, mais ça va pas m'aider. Aristote, donc là, on arrive dans le sommet. Connerie, ça dit non, mais attends. En fait, les 4 éléments d'Empédocle, c'est pas le plus fondamental. Moi, Aristote, je crée des trucs encore plus fondamentaux que les trucs de Empédocle. Donc, c'était un peu un concours du de fondamental, la quoi. plus grosse massue. Mais intellectuellement, tu vois. Et il s'est dit non, en fait, il y a des qualités fondamentales, c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec, l'humide, et la combinaison 2 par 2 de qualités fondamentales pas opposées. Tu combines pas le chaud et le froid, et tu combines pas le sec et l'humide. Le chaud et le sec, ça donne le feu dans Pédocle. Le sec et le froid, ça donne la terre. Voilà, je sais pas ce qu'il prenait comme champignon, mais chaud voilà. et sec, ça passe. Le froid humide, l'eau, et le chaud humide, l'air. Parce que, bon, c'est Aristote qui l'a dit, et c'est un argument suffisant pour dire c'est comme ça. Et là, ce que je trouve marrant, c'est que Empédocle, il y avait le feu. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils se prennent la tête toujours, ils sont pas dans la bonne direction, mais ils ont une intuition qui est bonne. Ce que je trouve rigolo, c'est que Empédocle nous avait sorti le feu parce qu'on pouvait se dire on peut pas faire construire l'univers sans le feu, et en voulant aller plus loin dans le fondamental, Aristote nous sort le chaud et le froid. Donc c'est pas juste le feu, c'est je peux aller dans 2 directions sur cet axe-là. Il y a l'intuition que ces histoires de chaud, il y a quelque chose de très important derrière. Voilà. Et donc ça, les Grecs qui devaient vraiment se faire chier, je pense. Tu vois, qui avaient rien à faire du tout à l'époque, parce que il pensait beaucoup. Et puis donc nous avons Philon de Byzance qui fabrique un truc qui ressemble à ça. Une bouteille, donc dans un labo on prendrait un ballon, j'ai un tube courbé et l'autre bout je le fais plonger dans de l'eau, et si je pose les mains sur le ballon
ou que je l'approche d'une flamme, ou voilà, je fais des bulles. Donc il a observé ce phénomène-là, et donc il a corrélé le fait qu'il y ait des bulles qui apparaissent et qu'il fasse plus chaud. Et puis il a même observé que quand on laisse revenir la température à l'ambiance, si on a chauffé, il y a de l'eau qui remonte. Alors le gaz qui se dilate, etc., c'était pas forcément clairement compris. Mais en fait, là, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un appareil qui fait la corrélation entre un phénomène observable, c'est-à-dire des bulles qui apparaissent, et du plus chaud. Est-ce que c'est un thermomètre ? Non. C'est un thermoscope. Merde. Ouais, merde, ouais. Ah, Et oui, parce que le thermomètre, il y c'est a le suffixe mètre qui veut dire vraiment mesurer. Scope, ça veut dire voir, observer. Donc là, on se contente de voir en disant, tiens, c'est plus chaud. Pourquoi ? Parce que je vois des bulles. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à partir dans la bonne direction. Là. On commence à faire joujou avec les vrais trucs. Donc c'est en moins 250 quand même, quoi. Là, il s'est passé un truc de dingue chez les Grecs. Mais un truc de dingue. Un truc génial suivi d'un truc naze, mais total. Mais c'est hallucinant. Un peu plus tard, Héron d'Alexandrie, il améliore le thermoscope. Comme ça, on voit mieux les variations, parce qu'une fois que les bulles, une fois que tu as dilaté le gaz complètement, tu n'as plus de bulles. Tu vois, et puis quand ça refroidit, c'est moins visible. Donc là, à gauche, là, vous avez un montage qui est une amélioration du thermoscope. Et puis, ils ont commencé à faire joujou avec ça. Et au lieu de faire se dilater juste de l'air en mettant les mains, en chauffant, ils ont fait bouillir de l'eau. Et donc, vous voyez le truc au milieu, ça s'appelle éolipile. C'est l'éolipile. C'est très beau en tout cas. C'est superbe. Et donc, vous voyez, en dessous, il y a un petit tas de bois, c'est là où on va démarrer le feu. Au-dessus, en forme de gamelle, il y a de l'eau dedans, mais vous voyez, il y a un couvercle, c'est scellé. Et il y a 2 tuyaux qui partent vers le haut, qui se rejoignent avec une boule en métal, et vous voyez les 2 tuyaux d'échappement qui vont chacun dans un sens. Ouais, je veux dire, c'est mobile le truc. Oui, il tourne. Et donc, là, vous faites bouillir l'eau, la vapeur d'eau commence à monter en pression, rentre dans la sphère centrale et s'échappe et commence à faire tourner la sphère. Et donc ça, c'est des trucs qu'on peut acheter sur Internet, même des petits. Ouais. Et tu mets une bougie en dessous et le machin, il se met à tourner à une vitesse de dingue. Qu'est-ce que ces cons de Grecs ont inventé ? La machine à vapeur, ils ont inventé un moteur et ils en ont rien fait de propre. Merde, c'est vrai que... Putain, les gars, à ça du bol de sangria. La révolution industrielle, on a failli la faire il y a 2000 ans. Ah merde. Et puis ils se sont dit, c'est bien. Et en fait, c'est resté un jouet. Et puis alors donc l'éolipile, c'était quoi ? C'était un jouet. C'était amusant. Et sinon, ils se sont dit, tiens, et en fait, quand il y a les gens, ils vont au temple de Zeus ou d'Artémis, des trucs comme ça, pour qu'ils soient impressionnés, et ils ont fait, en sous-sol des temples, ils ont mis des systèmes où ils ont fait chauffer de l'eau pour faire circuler de la vapeur, pour que la statue de Zeus ait de la vapeur qui sorte de la bouche ou des oreilles, tu vois, pour que les gens ils soient impressionnés par Zeus. Et aussi, ils ont créé des systèmes comme ça, où ils transvasaient de l'eau en augmentant la pression, en envoyant de la vapeur. Donc, si vous regardez de près le schéma de droite, peut comprendre. Et donc, ils ont inventé plein de systèmes comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les portes du temple s'ouvraient toutes seules. Et puis, il y a de la vapeur qui sortait dans les statues à côté. Vous voyez, ils ont fait... ils trichaient, quoi. Ils disaient, vous avez vu, les dieux ? C'est showman, quoi. Ouais, vous avez vu, les dieux, ils sont pas contents, là. Il faut donner de l'argent pour le... voilà. Direct. T'es en train de balancer toutes les religions, là, en fait, en gros. Alors, j'ai cherché en me disant, mais c'est incroyable. Ils n'étaient pas complètement idiots. Et il y a des historiens qui ont travaillé sur cette question-là et ils pensent sérieusement qu'en fait, ils n'en avaient pas besoin. Parce qu'ils tournaient à l'esclavage. Et faire bosser un esclave, c'est moins compliqué que bricoler des trucs comme ça. Et voilà, je trouverais ça assez... En fait, tu as la découverte et tu as le besoin de la découverte. Il faut du métal, c'est un objet compliqué à fabriquer. Tu vois, c'est... Pour aller faire la guerre, tu fabriques un tank ou t'envoies des gens ? Oui, c'est vrai.
Voilà. Plus simple, t'envoies des gens. Donc le truc que je trouve génial, c'est que tous ces concepts-là de show, d'observation, de transformation, etc., ils sont arrivés à ce point-là. Et ils en ont eu rien à foutre. C'est quasiment admirable Mm. de conneries. On va quelques siècles encore, fin de l'Antiquité, on va se retrouver au Moyen-Âge. Et en fait, fin de l'Antiquité et tout le Moyen-Âge, en gros le Moyen-Âge de 400-500 à 1400-1500, le Moyen-Âge 1000 ans. Donc pendant 15 siècles, pas de traces de publications, de livres, voilà, sur le sujet du chaud, sur le sujet de la chaleur. Il n'y a pas eu de pensée qui a été élaborée et écrite pendant 15 siècles. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien foutu ? Non, parce que qu'est-ce qui s'est développé notamment pendant 15 siècles ? La métallurgie, qui avait commencé il y a longtemps. Mais la métallurgie a continué à se développer et à se perfectionner empiriquement. C'est-à-dire par l'expérience du forgeron, des mecs qui géraient les fours pour faire les ancêtres des hauts fourneaux, tu vois. Ça a été vraisemblablement, comme l'artisanat sur toute cette période-là, c'était de la transmission orale. Le maître et son apprenti, et de génération de maîtres en apprentis, ça continuait, ça s'améliorait, etc. Et donc, un truc qui est marrant, donc ça, je veux bien ça, là. C'est les échelles de couleur des forgerons. Et en fait, ils disent pas, en fait, quand on chauffe un métal, pardon, il se met à briller dans le noir. Donc la première blague qu'on pourrait dire, c'est pourquoi quand on chauffe, ça fait de la lumière. Pourquoi ? C'est l'effet photoélectrique. Il a fallu attendre Einstein pour comprendre pourquoi, tu vois. Pour savoir Ça va être un peu frustrant. Enfin, je sais pas s'ils sont beaucoup à se poser la question, mais... Non, je pense qu'ils s'en foutaient, c'était comme ça. Mais par contre, ils avaient vu que le métal, il pouvait prendre, il prenait différentes couleurs. Et vous voyez les échelles, il y a le orange, etc., le blanc brillant pour les trucs plus chauds. En fait, c'est toute une nomenclature, fallait pas déconner, quoi. Le orange, c'était avant le jaune, etc. Et en fait, c'était une sorte d'échelle de température, mais à la luminosité, à la couleur. Et ça, ça a des siècles et des siècles, ces trucs-là. Et donc, il y a les échelles, et c'est encore utilisé aujourd'hui. On a gardé ces dénominations-là. Et puis, en fonction des pays, il y a des mots un peu plus. Il y a le vermillon, il y a le rubicon, ces choses-là pour désigner des couleurs. Et puis, en plus, ça dépendait des métaux. Tu fais ça avec le fer, t'as pas les mêmes couleurs qu'avec le cuivre et tout. Voilà, ça, c'est rigolo. Voilà. Donc là, le Moyen-Âge avance, on arrive à la fin du Moyen-Âge, on arrive au XVIe siècle, et là, parmi les mots que j'utilise et surtout que j'utilise pas, c'est lequel qui manque ? Je dis, il y a du chaud, voilà. Il y a un mot qui n'existait pas, qui n'était pas utilisé jusqu'à présent. Température. D'où sort ce mot ? Le mot température, il nous paraît anodin. Parce que le mot température, et il est étymologiquement, on a quoi comme mot de la même famille ? Tempérament. Tempérament. Ah bah oui, les tempérament, température, c'est la même famille. La première utilisation du mot température dans la langue française, c'est au XVIe siècle, c'est Montaigne qui utilise le mot température. Il invente ce mot-là à partir du mot tempérament. Et en fait, ça ne désigne pas ce que ça désigne aujourd'hui. C'est quoi ? C'est par rapport à la... Manière d'être, tempérament, tu vois. Ouais. Et donc, il commence à dire la chaude température de l'air. Donc, tu vois, tu es obligé de dire le tempérament, la manière d'être de l'air est chaude. Pour dire, il fait chaud. Donc, fallait pas dire la température est élevée. C'est-à-dire la température de l'air, c'est-à-dire sa manière d'être, est chaude ou froide. Donc, tu vois, température ne désigne pas chaud et froid, mais désigne manière d'être, et on peut utiliser les concepts de chaud et de froid. Et donc, la première utilisation du mot température, c'est dans ce sens-là. Mais on commence à y accoler souvent chaud-froid. Voilà. La chaude température de l'air, la froide température de l'air.
En 1612, on a un jésuite qui s'appelle Santorio Santorio. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont quand même des années 70, il y avait un journaliste sur la 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait Michel Michel. Vous vous Non, rappelez de Michel Michel? je n'ai plus Non, Michel Michel. ça me faisait mourir de rire quand j'étais gamin à chaque fois. Et là, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'on fait les parents? Voilà, Michel Michel, c'est complètement idiot. On bouffe du cheveu, hein, on commence Ouais, à... non, et ça, je vous jure, ça gratte. Je vous rendez pas compte qu'on est en train de ouvrir un méga là. Non, j'espère que c'est pas, il n'y a pas des produits toxiques dedans, sinon. Oh si, c'est une certitude. Je pars du principe Alors, que c'est ça. Donc en 1612, Santorio lit une traduction des pneumatiques, c'est-à-dire l'ouvrage de Héron de Byzance, celui qui a fait tous les mécanismes pour ouvrir et fermer les portes des temples. Donc il lit une traduction des pneumatiques et il reconstruit le thermoscope, le truc qui fait des bulles là, pour faire quoi? Pour suivre la fièvre des malades. Et il se dit, en fait, il s'est rendu compte que les gens, quand ils étaient trop chauds, qu'ils avaient une chaude température. Souvent, le lendemain, ils étaient morts. Parce qu'à l'époque, la fièvre, c'était quand même un indicateur assez fiable. C'est la grippe. Boom. Et donc, pour s'en rendre compte, il fabrique un thermoscope. Donc, vous voyez le thermoscope, le ballon, le tuyau, et qui fait des bulles. Donc, comment il a fait pour s'en servir sur les gens? Je ne veux même pas essayer de le savoir, parce que ça avait l'air assez gros quand même. 1624, un jésuite français qui s'appelait Jean Le Réchon décrit cet instrument. Donc Jean Le Réchon, il décrit cet instrument, le thermoscope, utilisé pour ça, et pour la première fois, il l'appelle thermomètre. Et donc on perfectionne le thermoscope-thermomètre, parce qu'en fait les bulles c'est rigolo, mais c'est plutôt qu'on remarque vraiment que quand ça refroidit, l'eau remonte. Et là, on peut commencer à mesurer parce qu'on peut regarder jusqu'où elle remonte. Et donc, on se dit, mais tiens, on va faire à l'envers. Au lieu de chauffer l'air qui fait des bulles, on va chauffer l'eau et c'est l'eau qui va monter directement. Et donc, là, il y a des perfectionnements ça n'est plus le thermoscope, du thermomètre. Parce que, direct, tu fais des graduations sur ton... alors, ça s'appelle pas... Mais t'as pas d'unité. T'as pas d'unité, c'est des centimètres. Oui. Tu dis, attention, t'es à 17 cm, tu vas crever. Oui, mais c'est toujours le même et c'est toujours Voilà. Avec ce thermomètre-là, attention. Voilà. Et donc, en 1654, Ferdinand II de Médicis fait fabriquer le premier thermomètre à alcool. Et c'est ça qui fait vraiment basculer l'utilisation du mot température qui prend son sens actuel à ce moment-là. Parce que, dans ce que j'ai lu, ce que je comprends, c'est qu'ils ont leur premier thermomètre à alcool qui était vraiment mieux. Et ils ont joué comme des gamins partout en ville pour mesurer la température de tout. De la soupe qui est en train de chauffer, de la température des vagues, de l'air le jour, la nuit, au soleil, pas au soleil. T'imagines? Tout d'un coup, t'es un demi-dieu, là. C'est comme si toi, t'achètes un diffractomètre par électron, t'as envie de tout mettre dedans. Exactement. Bon, merci. Le mot température prend l'expression niveau de chaleur, degré de chaleur. Je me doutais que quelqu'un allait le faire. Je tiens à t'annoncer que Christophe a offert un abonnement. C'est de la triche, mais ça compte quand même. Ouais, Léa et Tiffany peuvent rester dans le studio. Et je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais Léa le tyrannosaure est énorme. C'est très très gros comme truc. Voilà. Bienvenue Léa. Léa, tu es chez toi. Voilà. Tu es Pharma. Donc, l'expression température, ça n'est plus la manière d'être de quelque chose, c'est vraiment le... Léa, ça va? C'est vraiment le niveau de chaleur, et même on commence à dire le degré de chaleur. Et c'est même là l'origine du mot degré. À quel niveau je vais dans la chaleur, à quel degré. Et donc c'est là qu'on va avoir les degrés. Alors on n'est pas content comme ça? Et donc là-dessus arrive le XVIIe siècle, et là on commence à être plus précis parce que ça y est, on a un instrument qui mesure quelque chose. Enfin,
enfin, non mais replongez-vous dans les abîmes du temps, quoi. La maîtrise du feu, mais direct, t'es confronté au concept. Qualitatif, la température. Quantitatif, la chaleur. Et en fait, la chaleur qui est contenue dans le bois qui va être libérée. Et là, donc là, il y a une énorme connerie qui a duré pas très longtemps quand même, parce qu'on s'est rendu compte que c'était de la merde assez vite. On s'est dit, en fait, je vais libérer de la chaleur, du bois ou du charbon. Donc, la chaleur, elle est contenue dans le bois. Ah oui. Donc, ça paraît... pour nous, ça paraît con, mais tu peux le comprendre quand même, ce cheminement. Totalement. Ouais. Et donc, on se dit, cette chose, cette matière, on se dit, même elle a une masse. Bah oui, parce que tu pèses une bûche. Ça n'est pas une contrepétrie, ça en est presque une. Tu pèses une bûche. Et non pas. Alors, pas loin. Tu pèses une bûche. Merde. Oui. Concentrez-vous, Ludovic. Alors, bâtard. Tu pèses une bûche avant de la brûler. Et une fois qu'elle a brûlé, tu pèses, c'est horrible à dire maintenant, peser, tu pèses les cendres. Ouais. C'est moins lourd. Bah oui. C'est quoi la différence ? C'est la chaleur qui s'est échappée. Et on voit le phénomène de la chaleur qui s'échappe de la bûche. Là, parce que vu que je vois quelque chose... Le feu. C'est quelque chose. Le feu, c'est quoi ? Oui. C'est cet élément chaleur qui s'enfuit. Et donc, il y a Becher et Stahl qui ont développé la théorie du phlogistique. Ils ont appelé ça phlogistique. J'ai oublié les racines grecques, ça veut dire... Le nom est sympa. Phlogistique, Phlogistique. Moi, j'aime bien le nom. Phlogistique, c'est dire le phlogistique, c'est quoi ? C'est de la matière, qui est l'expression de la chaleur, qui est contenue calmement dans la bûche, qu'on pèse si on a envie, tu vois, et qui sort quand on arrive à démarrer le feu. Et l'expression de l'échappement du phlogistique, c'est les flammes, et on a la chaleur qui s'exprime. Voilà, c'est totalement faux, c'est pas du tout ça, c'est complètement con. Mais il y en a, et je me rappelle plus de leur nom, qui arrivent et qui disent non, c'est de la connerie le phlogistique. Il existe bien un fluide, mais qui n'est pas le fluide de la chaleur. Ça n'existe pas, c'est nul. C'est le fluide du froid. Donc là, c'est encore plus con. Ouais. Et donc, c'est la théorie du frigorique. Donc, ce fluide... Ils étaient bons sur les noms. Ils étaient bons sur les noms. Meilleurs sur les noms que sur les théories. Donc, y avait de l'idée, mais c'était complètement faux. Donc, cette théorie a été invalidée un peu plus tard par l'expérience et remplacée par la théorie du calorique qui est issue des travaux de Joseph Black et de Lavoisier. Et donc, très important, Joseph Black, nous arrivons au XVIIIe siècle et Joseph Black, c'est le premier à faire clairement la différence entre chaleur et température. Avant, tout ça, c'était mélangé dans un même sac, c'est quand c'est chaud, quoi. C'est du chaud, c'est du froid, voilà. Même si on savait qu'il y avait une partie qualitative, qui est la température, et une partie quantitative, qui est en fait la chaleur, et qui s'exprime par la quantité de charbon. C'est Joseph Black le premier qui a dit non, mais c'est deux choses différentes qui se parlent, mais c'est totalement différent. Et en plus, c'est lui qui définit les concepts de chaleur latente et de chaleur spécifique. C'est-à-dire un matériau, pour que sa température augmente d'1 degré, il faut apporter quelle quantité de chaleur ? Et tous les matériaux n'ont pas la même réponse. Ce lien entre augmentation de température et apport de chaleur par matériau, c'est la chaleur spécifique. Et la chaleur latente, c'est la quantité de chaleur qu'il faut apporter pour faire changer d'état, par exemple, pour faire fondre de la glace. Parce que ton glaçon, il peut avoir une température inférieure à 0. Tu lui apportes de la chaleur, il fond pas, il chauffe. Alors c'est un peu con à dire parce que c'est froid, mais il chauffe. Il passe de -10 à -5, à -2, à -1, à 0. Quand il est à 0, si tu continues à lui apporter de la chaleur, est-ce que tu as un glaçon qui passe à +1, +2 ? Non. Mais pourtant, la chaleur, elle est utilisée. Elle n'est plus utilisée pour augmenter la température. Soudainement, elle est utilisée pour transformer, pour faire fondre le glaçon. Et là, tu produis quoi ? De l'eau liquide
à 0 degré. Tout le monde est à 0 degré. Tu apportes de la chaleur et tout le monde reste à 0 degré. Par contre, la glace, l'eau cristalline, se transforme en eau liquide. Donc, cette transformation, elle mange de la chaleur. Donc, l'apport de chaleur à un échantillon peut avoir deux conséquences: augmenter la température et ou transformer. Et donc, la quantité de chaleur qui est nécessaire pour faire fondre 1 gramme de glace à 0 degré, parce que c'est à cette température-là que ça se passe, s'appelle la chaleur latente de changement d'état. Et bien, Joseph Black, il fait la différence entre chaleur et température. Il comprend la chaleur latente et la chaleur spécifique. Allez, boum. Boum, le Joseph Black, sérieux quoi, sérieux candidat. Antoine Laurent de Lavoisier, fermier général qui s'est fait couper la tête par Robespierre. Mais avant de se faire couper la tête, c'était un scientifique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Conservation de la matière, s'il vous plaît, hein, quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a carrément construit le premier vrai calorimètre. Et il développe la théorie du calorique. Et là, il met clairement fin au phlogistique, parce que lui, il a compris c'était quoi tout ça. Et donc, si vous observez le schéma sur la gauche, ce qu'il fait, c'est que dans le panier central, il va, par exemple, brûler un morceau de charbon ou faire une réaction chimique. Il va faire un truc. Et dans le compartiment juste autour, il met une quantité de glace connue, qu'il a pesée. Et le compartiment autour, il est vide, c'est pour isoler. Et donc, il va faire brûler, je sais pas, un morceau de papier, un morceau de bois, il va faire une réaction chimique dans le truc central. Ça va dégager de la chaleur. Donc, ça va faire fondre une certaine quantité de glace. Comment il fait? Il a un robinet en bas, il récupère la flotte et il dit donc 100 grammes de charbon qui brûle, ça me fait fondre tant de glace. Et il fait, en fait, la fusion de la glace devient son étalon, sa référence. Et comme ça, il commence à hiérarchiser les phénomènes qui vont libérer plus ou moins de chaleur. Et donc, il va faire des liens comme ça. Et c'est là qu'il finit par mettre à mort le phlogistique, parce qu'en fait, ça tient plus. Là. Oui. Père fondateur de la calorimétrie. Avec son machin qui faisait fondre de la glace et il récoltait des quantités d'eau différentes. Henri Le Chatelier, ceux qui ont fait chimie, la loi de Le Chatelier, normalement, ils connaissent. La loi de Le Chatelier, c'est-à-dire c'est la loi sur les équilibres. Tout équilibre va s'opposer aux perturbations qu'on lui fait subir. C'est-à-dire qu'il va se déplacer pour compenser ce qu'on lui fait subir. Si on lui apporte de la chaleur, il va la consommer. Si on augmente la pression, il va essayer de la baisser. C'est la définition de l'équilibre, en fait. C'est ça. Et donc, c'est la loi de Le Chatelier. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il a fait la manip la plus belle. Il a travaillé sur différents minerais d'argile à différents endroits de France, parce qu'ils avaient différentes propriétés. Et il voulait comprendre, parce qu'on s'en servait pour faire des trucs en argile. Je ne sais pas du tout ce qu'on faisait avec, mais certainement plein de choses. Et donc, il y a différents minerais d'argile, et il s'est dit, tiens, on va les étudier, et en les mettant dans un four. Et donc là, on est au 19e siècle, donc là, on avait des thermomètres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il démarre un four, un gros four, et donc, en fait, il a observé que la température de son four, elle montait toujours de la même façon. Et puis, le four était tellement gros, il avait une telle inertie, que si tu mets un truc dedans, relativement petit ou pas, la température, ça la perturbait pas, elle montait toujours pareil. Par contre, la température du four. Par contre, la température de l'échantillon, il se dit, tiens, l'échantillon, sa température, elle va monter à la même vitesse que celle du four. Et donc, il a collé le thermomètre dans l'échantillon. En se disant, mon four, il est fiable, il chauffe toujours pareil, et ça, il l'a vérifié. Donc, vous voyez, la première ligne, il y a plein de petits traits verticaux. Et donc, qu'est-ce que c'est? Il a mis au point un système où, à chaque fois, à des temps réguliers, il marque la température, là où elle a avancé. Et en fait, vous voyez, l'espacement entre les traits, il n'est pas le même. Donc là, en fait, je viens de dire le contraire, c'est pas qu'il mettait à des temps réguliers, il notait le temps auquel il était arrivé au degré d'après.
Et donc, des fois, c'était rapide pour arriver au degré d'après, et des fois, c'était lent. Et vous voyez, ça fait comme un effet d'accordéon. L'échantillon numéro 1, il a son profil de variation de température. Le 2, il n'a pas le même. Le 3, il n'a pas le même. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, c'est incroyablement simple, mais incroyablement complexe de penser, tiens, je vais aller étudier ça. Ouais. Déjà, il faut avoir le bon matériel, son four qui est stable, L'intuition. et la curiosité de se dire, Ouais. je sais pas ce que je vais voir. Et le cerveau de Le Châtelier, parce que Non, mais bien sûr. là, on dit Einstein, tout ça, mais Oui. attention, là, on a du lourd. Hein. C'est vrai. Ah oui, Le Châtelier, c'est l'ensemble de ses travaux, c'est impressionnant. Donc, vous voyez les différentes lignes, ces différents échantillons d'argile et différents profils. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, ça reste de l'argile, ça devrait être la même chose. Eh ben non, parce qu'il y a des transformations, des transitions, voilà. Il y a certains moments, ça va consommer beaucoup de chaleur, donc la température va augmenter lentement. Et puis, il y a d'autres moments où ça va consommer peu de chaleur pour se transformer, donc toute la chaleur ou presque va pouvoir servir à augmenter la température. Et donc, si je représente chaque trait en fonction du temps, et que j'imagine que le four, il chauffe lui de manière continue, si je fais la différence entre les deux, et donc quand j'étais étudiant, je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pics. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un thermogramme. Ouais. Mais sauf qu'il n'est pas représenté de manière différentielle en faisant des pics, il est représenté de manière avec des traits. Il doit y avoir une façon plus élégante de le dire, mais je ne l'ai pas ça là. passe. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? En 1887, Le Châtelier nous a sorti la toute première vraie analyse thermique, c'est-à-dire l'observation d'un phénomène en fonction de la température. Donc on arrive au sujet du live. Voilà, l'introduction est terminée. Nous allons passer à la première partie. Voilà. Donc, ça c'est un événement énorme dans la science de l'analyse thermique, de la thermodynamique, de la compréhension de la température et de la chaleur. Voilà, donc ça c'est magnifique.